Eco & Co vous est présenté par la Banque privée du Crédit Agricole Nord de France. Le numérique bouleverse les domaines de la création et de l'image. La région en a fait un domaine stratégique dans le domaine de la recherche notamment et celui de l'innovation. Et puis Méthania, c'est un projet dont vous entendrez parler en 2015 puisque cette région veut devenir leader en production de biométhane injecté. Et notre expert nous dit tout sur cette énergie verte. Bienvenue Grégory. Bonjour. Alors le biométhane, vous allez nous en parler et nous en parler avec l'un de vos adhérents puisque c'est essentiellement dans le domaine de l'agriculture que cette affaire se développe. Vous nous emmenez où ? Alors je vous propose d'aller à la rencontre de Dominique Boucher à Belin. Il est agriculteur, alors c'est près de Valenciennes, qui a une unité de méthanisation qui est opérationnelle et qui tourne. Eh bien on découvre tout de suite. Dominique est agriculteur à Belin depuis 1983. Il y a tout juste un an, lui et ses deux fils ont mis en route la première unité de méthanisation du Valenciennois. Le principe, transformer les déchets d'origine végétale en source d'énergie. On traite essentiellement le fumier, c'est environ 9 tonnes par jour. Le lisier, c'est 6 tonnes par jour. Après, on incorpore aussi des céréales, environ 500 kg par jour. Le premier intérêt, c'est de dégager un revenu supplémentaire sur l'exploitation. Et après, d'un point de vue écologique, c'est d'avoir des énergies renouvelables et propres, quoi. Une fois les déchets collectés, ils sont malaxés par le digesteur à 45 degrés et cela durant plusieurs semaines. C'est cette fermentation qui produit le biogaz. Celui-ci permet à Dominique de chauffer sa serre à fraises, mais aussi de produire de l'électricité, électricité que l'agriculteur revend directement à EDF. La quantité d'électricité produite sur un an est de 1 200 000 kWh, vendue en totalité à EDF au tarif de 20 centimes d'euros le kilowattheure, et ce qui permettrait de fournir environ 250 logements à l'année. Allez, hop! Une station de méthanisation a un coût, ici 1 300 000 €, dont 200 000 € d'aide publique. Si l'unité tourne à plein régime, l'investissement de Dominique sera amorti au bout de 8 ans, de quoi assurer de beaux jours à ses résidentes. Bon alors vous avez compris le principe, c'est de transformer des déchets organiques en énergie, en l'occurrence du gaz. Bon la question, parce qu'inévitablement tout ça, ça va se développer, c'est quels investissements, quelle rentabilité, est-ce qu'il y a des aides pour accompagner ce type de projet ? Alors, pour clarifier tout cela, il faut déjà savoir qu'il y a deux grands principes dans la méthanisation. C'est soit on produit le gaz et on l'injecte directement dans le réseau GDF-Suez, ouais, ou alors on le brûle pour faire de l'électricité et de la chaleur, la cogénération. Donc ce n'est pas le même modèle économique. Côté chiffres, hein, c'est les investissements, il faut compter entre 8 et 14 000 € du kilowatt installé. D'accord. Après, il y a des prix de revente d'électricité ou du gaz, alors 13 à 20 centimes pour l'électricité et 8 à 12 pour le gaz. Et alors, la rentabilité, on l'a sous environ une dizaine d'années. Alors là, on entend 8 ans dans le reportage, parce que la question, c'est comment on peut valoriser la chaleur. Voilà, là, cet agriculteur chauffe ses serres. Le deuxième paramètre pour améliorer la rentabilité, c'est ce qu'on fait du résidu, ce qui s'appelle le digesta, qui peut faire un engrais à épandre dans les champs. Et puis le troisième point, c'est la matière entrante, le déchet, si on peut encore l'avoir gratuitement. Alors, ou pas. Est-ce que ça va durer ? Parce que le déchet va devenir de plus en plus une ressource. Il y a un marché qui va se créer là, il y a un marché qui se crée, il y a même un métier du trader de déchets. Voilà, alors la proximité avec la Belgique et l'Allemagne accélère un peu le phénomène, où on nous achète des déchets en fonction du pouvoir méthanogène qu'il a. Alors, il faut savoir qu'il y a également dans le projet de loi de transition énergétique un projet d'interdiction de l'utilisation des cultures comestibles dans les unités de méthanisation. En deux mots, les aides possibles ? Alors, on peut avoir jusqu'à 20-30% d'aide à l'investissement grâce à l'ADEME, des financements BPI. Le fait que les tarifs soient réglementés et contractualisés en termes de revente, ça, c'est aussi une aide significative, ça garantit le revenu. Ensuite, il y a, alors je sais de ne pas me perdre dans le plan d'énergie, méthanisation, autonomie azote, EM2A, qui vise à créer 1000 unités de méthanisation d'ici 2020.
En France. En France. Il faut savoir que sur la région, on a une quinzaine d'unités de méthanisation en fonctionnement ou en construction. Et nous, Safran, on en a une quarantaine à l'étude que l'on accompagne, etc. Donc voilà un peu la trajectoire qui est à mener. Une dernière question, l'acceptation des riverains, ce déchet organique, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a une réglementation spécifique pour installer une unité? Alors, il y a de la législation, effectivement. Il faut un permis de construire, donc il y a donc les règles d'urbanisme qui s'appliquent. Et puis, on parle de gaz, on parle de déchets. Donc là, ce sont des installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE. Donc là, c'est une réglementation qui dépend du tonnage journalier qui va être utilisé. 30, 50 tonnes, ce n'est pas les mêmes obligations à tenir. Ça sent quand on est sur place? Alors, moi, j'ai visité notamment cet agriculteur. Donc, quand on est sur l'exploitation, on n'entend rien et on ne sent rien. Et puis, côté gêne visuelle, parce que parfois les riverains, c'est ce qu'ils craignent, il y a une législation qui dit voilà, les bâtiments doivent être bas et cachés par des vives. Donc, voilà, c'est sympa avec tout à fait. C'est très propre, etc. Ça sent rien, on n'entend rien. Voilà. Alors, vous pouvez télécharger la fiche pratique sur la méthanisation sur le réseau social de Serre France. Voilà l'adresse, une fiche très pratique. Et vraiment, vous en entendrez parler parce qu'on est au début de l'histoire du développement du biométhane injecté. Merci beaucoup. Merci. Alors, Christophe Chailloux, qui est responsable de l'innovation à Pictanovo, qui est le pôle d'excellence image de notre région, nous rejoint. Bienvenue, Christophe. Qui aurait pu imaginer, vous, moi, là, il y a encore 5 ou 10 ans, qu'on pourrait partager des images avec un téléphone portable, qu'on pourrait faire de l'interactivité avec des vidéos, ce sont les jeux vidéo. Et la révolution numérique n'en est qu'à ses débuts. Dans notre région, il y a un secteur qui bouge pas mal autour des industries créatives et du numérique, et ça représente un des 6 domaines d'activité stratégiques pour la recherche et l'innovation. Alors, elle représente quoi aujourd'hui, Christophe, cette filière? On peut parler de filière dans notre région. Donc d'abord, au niveau, la conscience, elle a commencé plus large, au niveau européen, où depuis quelques années, on a défini la notion d'ICC, pour industrie culturelle et créative. Et en région, image numérique, notre thème en région, image numérique et industrie créative, la déclinaison en région de cette dynamique globale. Alors ça pèse quoi aujourd'hui? Et donc, on est encore en cours de l'établir en région, c'est-à-dire que c'était fait au niveau français, où ils ont trouvé Hansen Young, EY maintenant a trouvé qu'il y avait un peu plus d'1 million de personnes. Au niveau européen, c'est environ 7 millions de personnes. Et ici? Et donc on est en train d'établir peut-être 30 000. 2000 entreprises. 2000 entreprises dans cette région. Voilà. Ça recouvre quel métier? Parce que le champ est très large. Tout à fait. Donc le champ est très large. Ça va des livres, la presse, la musique, le spectacle vivant, téléciné, bien sûr le jeu vidéo, il faudra qu'on en parle. Après, et c'est une spécificité. Tout ce qui est art visuel, voilà, après architecture et tout ce qui est aussi les agences de com, la publicité, qui sont fort développées en région. Voilà. 2000 entreprises, nous dit Christophe, qui existent d'ores et déjà dans cette région. Un exemple, vous montrer qu'il y a plein d'idées. C'est une petite boîte qui vient de se créer, qui s'appelle Boucle d'oreille, et qui a développé une appli qui vous permet une visite guidée sur un site industriel historique de la métropole lilloise. Regardez. Ouvrez grand vos oreilles, la lecture va commencer. J'entreprends le tour complet de la légendaire usine Fives Kay Babcock, fondée en 1861. Grâce à cette application géocalisée sur smartphone, l'auditeur découvre un texte littéraire en rapport avec un lieu historique. Ici, l'ancienne usine de Fives Kay Babcock. L'application s'appelle Les Murons des Voix. Elle propose une expérience auditive, innovante et originale. Vous avez des bulles de son qui sont indiquées sur la carte, sur l'écran de l'application. Vous pouvez vous déplacer jusqu'à ces bulles et là, une fois que vous y êtes, vous entendez la voix de l'auteur, Lucien Suel, qui a écrit d'Azur et d'acier, le livre dont l'expérience est issue. Alors c'est une écoute différente de l'écoute d'un guide touristique, puisqu'on entre en contact par l'émotion avec un lieu. La littérature, la poésie nous invite finalement à regarder autrement le paysage.
FIV a aussi un passé de filature de coton. Les Murs ont des voix a obtenu 2 prix lors du concours transfrontalier Protopitch, un concours dédié aux projets innovants dans les industries créatives. Cette application est née d'une rencontre entre les éditions de la Contralée et une jeune start-up élémoise spécialisée dans la vente de livres audio sur Internet. Je me suis lancé dans le livre audio à l'origine par affinité, parce que j'adore écouter des textes, et parce que je me suis rendu compte en fait que la France était le seul pays où on n'écoutait pas les livres. C'est une façon finalement d'accéder au savoir, à la littérature, que je trouve particulièrement innovante et moderne. Depuis quelques mois, l'entreprise Boucle d'Oreille est lauréate du Louvre-Lens-Vallée, le pôle numérique culturel. Prochaine étape pour Olivier, créer un studio de production sonore dédié aux livres audio. Voilà ces nouvelles activités. Alors, elles sont au croisement de plusieurs disciplines, la technologie, mais aussi les sciences humaines et sociales. On parle de création, de créativité. Vous vouliez revenir sur les jeux vidéo. C'est une de nos spécialités ici ? Donc, tout à fait. Donc, en région, depuis maintenant plusieurs années, on a fait tout un soutien autour du Serious Game, et qui a permis de soutenir les studios depuis 2010, le jeu sérieux. Et donc, grâce à cette activité, soutenue en particulier par le Valenciennois, au départ, on a créé tout un ensemble de boîtes. Et donc aujourd'hui, d'après les chiffres récents, on est 12, peut-être 15% des studios de jeux vidéo en France. Bien sûr, qui sont dans le Nord-Pas-de-Calais. Bien sûr, tirés aussi par Ankama. Donc, clairement, avec de très gros succès d'Ankama. Voilà. Il y a une volonté là derrière ça. Quels sont les axes stratégiques pour développer la recherche, l'innovation ? Donc depuis maintenant 4 ans, avec la dynamique qui s'appelait Polymage, qui est maintenant en Pictanovo, l'idée c'est bien de soutenir l'innovation dans toutes ses dimensions. Ces 10 dimensions en partant à la fois des formations, parce qu'on a plein de formations très belles, de la recherche et des structures publiques comme les musées et les entreprises. Donc c'est en faisant travailler tout le monde en collaboration qu'on arrive à mettre en place une filière. On peut citer des beaux exemples, par exemple comme le Frénois, enfin il y a quelques phares. Quelques fleurons et ça ne fera que se développer. Je vous rappelle, une perspective de 20% de croissance. Merci beaucoup, c'était passionnant et l'histoire ne fait aussi que débuter la révolution numérique. À très bientôt. Eco & Co vous a été présenté par la banque privée du Crédit Agricole Nord de France.